Le Grand Oral, suite avec Yves-Patrick Delachaux. On n'a pas simplement parlé d'organisation de police, on aura peut-être l'occasion de le faire dans cette deuxième partie d'entretien. Mais un peu vite, j'y survolé. On va y revenir. Beaucoup de choses. On va y revenir dessus. On va y revenir. Revenons peut-être d'abord pour commencer sur ces chiffres qui ont été communiqués. Alors vous n'avez pas commenté les chiffres, mais précisément la réalité de la rue. Parce qu'à entendre ce dont on parle à Genève, en ville de Genève, à Lausanne, en ville de Lausanne, on a le sentiment que la rue suisse est devenue une sorte de Bronx, ou en tout cas de lieu dangereux. C'est une impression que vous partagez ? Il est vrai que c'est difficile de répondre tout d'abord parce que les statistiques aujourd'hui sont fédérales. Vous savez qu'il y a eu des changements au niveau des statistiques cantonales, fédérales. Donc il y a aussi, il faut relativiser certains chiffres, semble-t-il. Et il faudra voir quand même avoir un recul de quelques années pour voir si tout s'est bien mis en place. Maintenant, on peut pas. Il y a des endroits qui sont plus, je dirais, insécures. Et puis il y a d'autres dans les statistiques, il y a d'autres événements qui ont été mieux maîtrisés. Ouais, un certain nombre d'éléments visibles qui ont changé. Des scènes ouvertes de drogue, ce genre de choses. Et puis, alors, il y a tout ce problème de facteurs de rue. Moi, ma réponse, qui n'est effectivement pas statistique, c'est que depuis 2002, à peu près, 2001-2002, de France, en Suisse, il y a eu des démantèlements systématiques des polices dites de proximité, sans entrer dans le détail, mais dites de proximité. C'est-à-dire que le flic s'est de plus en plus éloigné d'un travail quotidien et très proche de la population. Je trouve assez cocasse que, par exemple, à Genève, au Paquis, jusqu'en 2002, avec un certain nombre de collègues, dont j'étais partie prenante et même initiateur, nous travaillions sur notamment la population africaine, Gare de Cornavin et les Paquis. On nous demande sous ordre politique de cesser, comme ça s'est fait en France, et puis Genève a suivi le truc. On cesse ce travail-là. Assez rapidement, il y a quelques années, tout d'un coup, il y a des psychoses, et il commence à avoir la peur, puis il y a une certaine, je dirais, faune de personnes, dealers, vous l'avez dit par exemple, qui s'installent beaucoup plus facilement. Le flic n'est plus trop représenté. Celui qui en souffre, c'est quand même avant tout le policier, affecté à d'autres tâches. On lui demande de faire du chiffre, ça c'est un peu plus sur la France. On lui demande surtout de faire des interpellations. Il sait que ça sert à rien. Il a des problèmes de compréhension avec la justice, mais on arrête toujours les mêmes. Pourquoi ? Ainsi de suite. Mais son travail dit de proximité, il le perd. Et ça, c'est dans quelle année, juste que je comprenne ? On est en 2002. 2002, vous savez, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'on ne paye pas les policiers pour serrer la main des commerçants, on ne paye pas les policiers pour jouer au football avec les jeunes, je veux dire, ça a des impacts très forts. Si je cite la France, c'est parce que Genève alors, a suivi largement. C'est important, décrivez-nous ce job de policier de proximité, de flic de quartier. Il y a plusieurs métiers dans la police. C'était réellement serrer la main des commerçants, jouer au foot, non ? Il y a plusieurs métiers dans la police. Donc effectivement, de nouveau, le patrouilleur, le type qui est en uniforme déjà. Alors, il doit être en uniforme. Ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument important. Constater que l'uniforme a changé aussi ces dernières années. Avant, on portait. Moi, je fais partie de ces gens qui avaient un couvre-chef, qui portaient un costume avec une cravate, une chemise. Aujourd'hui, les policiers portent des pantalons bouffons, une veste, une casquette de baseball. J'entends quelque chose. Non, mais c'est symbolique. Pour moi, c'est très important. Parce qu'on voit depuis à peu près presque une dizaine d'années maintenant, 8 ans, tout un mouvement sécuritaire, une illusion de sécurité, où le policier, justement, pourquoi aller perdre du temps dans les bistrots, chez l'épicier, pourquoi connaître la prostituée, pourquoi aller vers les jeunes dans les immeubles ? Non, interpellez, faites du boulot. On a vu les policiers beaucoup plus dans des véhicules, beaucoup moins à pied. Enfin, il y a eu toute il y a cette illusion de penser que la sécurité passe plutôt par la force, par les actions coup de poing, que par le reste. Elles sont nécessaires. On veut des policiers qui, quand il faut actionner, rentrer dedans, faire du maintien pur, maintien de l'ordre pur, il faut qu'ils soient capables de faire ça. Mais il y a de nouveau toute, je veux dire, la partie de la représentation de l'agent du service public. Expliquez-nous quelque chose. Votre discours, tout le monde le tient. Je prends l'exemple de Genève, que je connais bien. Toutes les partis politiques, maintenant tous, y compris la gauche, disent il faut moins de flics dans les bureaux et davantage sur le terrain. Les policiers eux-mêmes sont demandeurs d'aller sur le terrain. Madame Bonfanti, la chef de la police, regrette elle-même, alors que c'est quand même sa responsabilité, qu'il n'y ait pas davantage de policiers sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle inertie à déplacer les policiers du bureau vers la rue, retrouver cette fameuse rue qui vous est chère ? Peut-être, oui, peut-être qu'aujourd'hui, on peut le souhaiter, alors donnons le bénéfice du doute, surtout puisque vous parlez de Genève, il y a une nouvelle direction politique. Peut-être qu'il y a une conscience aujourd'hui de se dire waouh, les 10 ou 15 dernières années, il y a eu des erreurs commises de management, d'appréhension policière, de cloisonnement, peut-être. Aujourd'hui, effectivement, j'entends comme vous ces discours, il faut les voir dans les faits. Maintenant, si c'est la semaine passée, pas plus tard que la semaine passée, j'ai fait plusieurs jours dans un département qui est le 9-4 parisien,
où il vous parle de police de proximité en envoyant 60 CRS habillés en noir, parce que la proximité, vous savez, la Stasi était très proche des gens qui torturaient, j'entends. Quand on parle de proximité, il faut encore délimiter qu'est-ce qu'on entend. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, vous le décrivez. mais oui, et puis combien de personnes dans les directions de police peuvent vous parler de proximité dans une façon ingénieuse, c'est-à-dire de se dire que le policier seul ne pourra pas assurer la sécurité. La sécurité, c'est une chaîne d'intervention qui implique du socio-culturel, de l'éducatif, qui implique de la voirie, les postiers. Un postier, vous savez, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend. Le postier, il sait qu'à 9h, les gamins ne sont pas à l'école. Il peut communiquer ça. Il ne le fait pas aujourd'hui parce que lui-même, il est pris dans une organisation qui l'empêche de parler ou de mettre de l'intelligence pratique en mouvement. Mais un flic qui travaille avec un postier, avec un agent municipal, avec un éducateur, on peut commencer vraiment ici de mettre en place de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence ne vient pas que d'en haut. Le commandement, je sais, vous faites. Bon, traditionnellement, il y a du savoir policier à la base qui est extraordinaire, mais pour ça, il faut pouvoir mettre les gens en confrontation. Un exemple, lors d'un colloque, il y a quelques semaines, j'ai un vieux flic parisien qui vient vers moi et de la chose, super, je t'ai bien écouté, puis il me fait un truc, bon, je l'écrirai un jour, mais c'est pas mes mots, il me dit, j'ai 28 ans de bois de Boulogne. Je connais tous les arbres, je connais tous les types qui se cachent derrière les arbres. Jamais ma hiérarchie m'a questionné sur mon métier, sur ce que je pourrais leur apporter. Puis quand il me dit ça, il était un peu ému, parce qu'il me dit « maintenant je suis à la retraite, c'est plus mon problème ». Je lui dis « c'est exactement ça ». C'est que ce savoir traditionnel du sanglier de terrain, pour de nouveau le flic de quartier, eh ben, il n'est pas exploité, on ne fait pas confiance. Démanteler les polices dites de proximité, c'est retirer le policier du contact qu'il a avec le citoyen, et les résultats sont là. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous vous rendez compte que dans une ville comme Genève, l'année passée, le pouvoir politique exige aux policiers à 7 ou 9 reprises des rafles dans un quartier des Paquis, où systématiquement les plus malheureux sont et les citoyens interpellés par les policiers et les policiers qui savent que ça ne sert à rien. Mais quand on ne fait rien pendant des années, on se permet dans une ville détentrice des conventions de Genève d'envoyer des flics par 60, ramasser jusqu'à 120 personnes curieusement noires africaines, d'accord, tous les relaxer dans les heures qui viennent en se disant bah, « excusez-nous, non, c'est pas vous qu'on recherchait », voire parfois on en arrête un. Non, c'est juste quelque chose, c'est une tentation autoritaire, sécuritaire, que moi, citoyen, je ne vois, et suisse, je ne veux pas voir chez moi. Alors, Yves-Patrick Delachaux, là, on vous suit. Pardonnez-nous d'être très genevois, mais on est obligé parce qu'il y a un c'est une situation que problème. connaît toutes les villes romandes. Hein, Oui, exact, mais il y a vraiment un problème de On sait que la ville de Genève, depuis bien des années... quand même, la question. Ça, c'était des opérations coup de poing de la fin du ministre Moutinho. Maintenant, il y a une nouvelle ministre conseillère d'État qui s'appelle Madame Isabelle Rocha. Elle est là depuis 3 mois. Les résultats sont-ils probants ? Je crois que tout est en augmentation sur ces 3 premiers mois, y compris les brigandages, y compris les attaques à main armée. Les résultats sont-ils probants ? On nous annonce une opération qui s'appelle Figaro sur 6 mois. C'est des marketing, comme les opérations coup de poing au paquis de M. Moutinho. C'est pour rassurer la population. Non, je serais plus positif dans la mesure où il semble, pour participer à certaines expertises à Genève, que peut-être pour la première fois depuis ces dernières années, la police municipale, dirigée par M. Pierre Maudet, et la police cantonale, dirigée aujourd'hui par Isabelle Rocha, se sont rencontrées sur des ententes et sur un travail qu'on peut commencer à qualifier de proximité. C'est-à-dire tout d'un coup, il y a en tout cas des corps, donc des corps de métier, la police municipale, la police cantonale, qui commencent ensemble à réfléchir. Et puis on a vu fleurir des idées, comme par exemple, quand au Paquis, à Genève, on changeait les luminaires pour éclairer certains endroits qui étaient un peu sombres, ça se fait ces dernières semaines, initiative de Pierre Maudet. On peut quand même penser que peut-être cette année et ces prochaines années, il y a vraiment une prise de conscience. Voilà. Ça fait trop peu de mois que Mme Rocha est élue pour déjà dire que ça peut porter ses fruits sur la durée éventuellement. Sur la durée, parce qu'il faut ça. Maintenant, effectivement, l'annonce de l'opération Figaro, je crois que tout le monde d'un côté peut applaudir en disant bon, on aura des flics, on y va, il faut intervenir. S'il n'y a que ça, alors on est complètement à côté de la plaque. S'il n'y a que ça, et si les résultats sont effectivement comme l'année passée, si c'est juste de l'interpellation pour mettre un peu comme ça de sensations dites de sécurité à la population, ce sera un gros échec politique. Donc sur la manière de disposer les équipes de police, je pense que c'est un sujet qui intéresse toute la région, parce qu'effectivement, comme nous le disait encore M. Darraïf sur cette antenne cette semaine, ce qui se passe à Genève arrive ensuite à Lausanne, arrive ensuite à Fribourg, bref, toute la Romandie est concernée. Ce flic de quartier, donc, si je résume, il faut qu'il soit présent toute la journée, proche des gens, en uniforme. On a parlé de l'uniforme, on n'a pas tellement parlé du rôle ensuite. À serrer des mains des commerçants, à aider le facteur, à aider la vieille dame à traverser la rue. Une sorte de vision assez
romantique Angélique. comme ça, angélique et romantique du bon vieux temps du copain, je grand résume frère, tout ça en fait. Non, je résume tout ça en disant que le flic de quartier doit obtenir du renseignement, pas de l'information. L'information, ça nous s'arrête, du renseignement. Mais il aide tout le monde à vivre, en fait, dans son quartier. Pour obtenir du renseignement, pour connaître, pour savoir, pour jauger, pour imaginer des actions citoyennes de sécurité, il doit être présent. Et effectivement, c'est en serrant la main du commerçant, c'est en connaissant le problème de cette famille, d'immigrés, la petite vieille, la personne qui est maltraitée, battue par son mari ou sa femme, ça arrive aussi. Enfin, des bases élémentaires du quartier, dans des petits îlots, quand le flic obtient ce genre de renseignements, pour les obtenir, il est très proche de la population, que ces renseignements puissent remonter à une direction, alors c'est là où aujourd'hui peut-être qu'il ne faut pas rêver, mais à une direction ouverte, et qui puisse, et là, de nouveau, de façon, je parlais de pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'avec des gens qui savent traiter ce renseignement, on peut imaginer un mieux vivre ensemble. Mais donc, clairement, admettons que ça vienne, la recherche de renseignement de proximité, c'est pas mal, chercher le renseignement comme concept. Bon, ça remonte, mais ce que vous nous dites, très clairement, là, il y a 3 secondes, à un certain échelon, ça bloque le message. Ça ne devrait pas, c'est-à-dire que obtenir du renseignement, ça veut dire qu'aussi, il y a après une masse de renseignements qu'il faut pouvoir traiter. Ça veut dire qu'il faut être suffisamment ingénieux et d'être dans une structure organisationnelle qui permette de gérer ce flux de renseignements, de traiter avec d'autres services de l'État, des privés, enfin, de faire circuler l'information. Puis bien sûr, à un moment donné, c'est à l'échelle politique. Mais comme vous décrivez si on reste sur des départements extrêmement cloisonnés... Mais comme vous décrivez vous-même, pardonnez-moi, oui, non, en fait. La structure, vous l'avez dit dans la première partie, vous avez dit autiste, donc refermée sur elle-même. Vous avez aussi dit mafieuse, avec Fatih Derder, ça ne nous a pas échappé, on reviendra sur ce mot. Autiste, ça veut dire qu'elle est tellement recroquevillée sur elle-même qu'elle ne peut plus sortir d'elle-même et puis au fond communiquer des informations. Donc elle tourne en boucle. C'est juste, alors c'est le constat d'aujourd'hui. Ouais. C'est le constat d'aujourd'hui, pas sur Lausanne, Genève, Bruxelles ou Paris. J'entends, je le disais tout à l'heure, sur l'organisation qui est une organisation dans le secret. C'est aussi le propre policier. Il y a encore après des variantes. Si vous parlez de police judiciaire, de gendarmerie, il y a différents métiers dans la police. Et ces métiers, ils ont une conséquence sur l'organisation, bien entendu. Hein. Donc j'essaie déjà, pour ma part, de rester sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce policier visible, ce flic de quartier. Aux RG français, on ne leur demande pas d'être visible, surtout pas. Les renseignements généraux. Les renseignements généraux. L'action judiciaire, l'enquêteur judiciaire, il y a une discrétion qu'il doit avoir. On ne va pas lui demander de serrer la main des commerçants, bien entendu. Donc, quand on est dans ce travail de visibilité, alors, il y a une nécessité d'ouverture, mais en même temps, c'est une organisation qui vient du militaire, qui a très peu évolué. Depuis Napoléon. Depuis Napoléon. Vidocq. Vidocq, non mais Vidocq. Tout ça c'est d'un symbolisme extraordinaire. Mais vous n'êtes pas une sorte de Vidocq, au fond. Vous avez été flic. Mais non, mais Vidocq, c'est un voyou. C'est un voyou en prison qui ont été cherchés pour être le premier chef de la police. Vous n'avez pas été un peu voyou, jamais, vous? Je crois que les flics Quand on se demande si vous n'êtes pas un peu un agent double ou triple, vous continuez de travailler quand même pour les flics, ce qui fait que vous dites pas trop de mal du ministre de tutelle, parce que ça pourrait peut-être vous coûter des départs, des mandats. Non, surtout pas, parce que je me gêne pas. Vous n'êtes pas un peu acheté par... Non, j'ai parlé... amicalement. Oui, non, je vous apprécie beaucoup. J'ai effectivement parlé, par exemple, du magistrat précédent, où on peut tirer un bilan. Vous savez, c'est pas difficile. Je me suis retrouvé dans mes années de police face à toute une série de politiciens. J'ai chaque fois été déçu, j'en ai chaque fois pris plein le visage, pour pas dire plein la gueule. Il y a eu des opérations liées après le film « Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs », où tout simplement ça a été 2 ans de galère, parce que le pouvoir politique ne pouvait pas apprécier que des policiers travaillent avec des migrants. Alors là, c'était plutôt de droite, donc je me suis dit c'est de droite. Bon, après il y a eu de gauche, effectivement, M. Moutineau, c'est un socialiste. Quand j'ai appris, en plus, dans sa carrière, qu'il était président de la LICRA, la Ligue de lutte contre le racisme, je me suis dit, ah, enfin, bon, c'est bien. Je sors mon essai présumé non coupable des flics contre le racisme, je me trouve 1h30 dans son bureau. Bon, la déclaration journalistique a été, c'est un merveilleux bouquin, c'est un de mes hommes, bravo, ainsi de suite. Je veux dire,
3 mois après, ce qui était dans le bouquin, les formations, tout le champ discriminatoire que je traitais a été démantelé à peu près en 6 mois. Ce n'est pas nécessairement le pouvoir politique qui l'a décidé. Je ne dis pas que c'est M. Moutineau qui l'a décidé. Mais quand on est capitaine du navire, et puis par sanction, parce que vous osez toucher des choses qui peuvent déplaire à certains, et vous êtes dans une machine dégringolante, à un point qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et là, on revient me poser la question sur mon âge. Puis à 42 ans, je me suis dit, je vais aller écrire et réfléchir à la police. Aujourd'hui, je suis peut-être plus flic que je l'étais avant, parce qu'aujourd'hui, je réfléchis à la politique policière. Je réfléchis à la place de ce gardien de la paix, et non pas simplement ce type qui tient l'ordre, puis en fonction des ordres, peut faire parfois n'importe quoi. Ce que vous dénonciez dans le bouquin en question, c'était le racisme dans les milieux de la police? Pas du tout, pour présumer le coupable. Ouais. Non, j'ai fait un postulat, d'ailleurs, quelque chose qui me permet aussi d'en vivre, parce qu'aujourd'hui, je suis un des experts là-dessus, quand je fais des formations, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a cette problématique de dire le flic, il ne doit pas discriminer. Le flic, il ne doit pas étiqueter, discriminer, porter des jugements. En même temps, moi, flic, je disais, bon, alors, mais on fait quoi? Parce que c'est quand même l'appréciation, c'est le travail que je fais, donc mon expérience qui fait, et en fonction du contexte, dans quelle brigade je suis, qui fait que je vais me diriger vers une population. Moi, Genevois, j'ai jamais été contrôlé à la douane quand je l'ai franchi. 2 jeunes maghrébins qui passent en voiture la frontière où ils arrivent à la gare de Conarvin seront contrôlés. Donc la question de présumer le coupable, c'était de dire, il suffit pas de dire aux flics, attention, ne discrimine pas. Il discrimine. Point. Dans son travail policier, il fait des choix. Alors, après tout mon travail d'ingénierie de formation, c'est de dire, mais alors comment organiser des espaces de vidage, de réflexion et surtout d'accompagnement et de formation pour amener le policier à non plus faire que de la discrimination négative, au délit de faciès, le délit de sale gueule, mais vraiment pouvoir clairement identifier des responsables de délit et non pas se laisser porter par son expérience, le savoir-faire, le bon sens, vous voyez, qui souvent vous amène contre le mur. Il y a un aspect de vous que nos téléspectatrices et spectateurs connaissent peut-être pas, c'est que vous êtes MCG. Alors MCG, constituant, vous êtes élu à la constituante de Genève, vous faites partie des 80 personnes qui doivent réfléchir à une nouvelle constitution, vaste programme. Pourquoi MCG, le parti de M. Stauffer? Bien, c'est gentil pour la question, parce que je ne suis pas donc MCG. Dit comme ça, c'est que je ferai partie du mouvement politique. Et vous MCG, faites partie du mouvement Changer Genève. Changer Genève, oui. Mais c'est les mêmes initiales, c'est un peu ennuyeux quand même. Non, mais je l'explique. Hein. Ouais. Alors parfois je fais des grands écarts, parce que j'ai pas de conviction politique partisane. Ça a toujours été. Avant, j'étais le flic gauchiste qui travaille avec les populations africaines. Puis aujourd'hui, c'est vrai, avec la conscience, on dit ouais, finalement, de la chose, c'est quand même un mec qui est plutôt populiste. Ouais. Et vous êtes je navigue, moi, ça me fait bien rire. Non, ce qui s'est simplement passé, c'est que l'intérêt pour la constituante, pour moi, est primordial. Enfin, c'est quelque chose de génial. J'entends de vivre dans l'état des choses incroyables et puis de pouvoir tout d'un coup travailler sur les valeurs, sur les sens, je dirais, d'éthique et de droit humain, a été une bonne expérience. Je me retrouve perdu dans une jungle cambodgienne quand un de mes camarades d'Epaki, M. Thierry Cerruti, qui lui est au MCG, m'appelle pour me dire on fait une liste indépendante, on cherche quelqu'un, sécurité, droit humain, est-ce que tu es prêt de venir nous rejoindre? Moi, je rigole, je dis je fais pas de politique, je suis pas du tout de tendance MCG comme d'autres, mais en même temps je me dis j'ai vécu 4 ans sous une ère socialiste qui est justement pour moi qui est le fossoyeur du peu de champs discriminatoires que je travaillais à la police genevoise. Alors je me suis dit finalement que ça soit de gauche, de droite, ainsi de suite, c'est peut-être pas ça l'essentiel. Je négocie avec mon ami Thierry Cerruti. On a été au front, on était dans le terrain. Vous savez, il y a une question d'honneur et de travail. Je lui dis, je veux bien rentrer en matière avec toi. Tu rappelleras simplement que je suis véritablement indépendant. Et d'ailleurs, la liste qui était présentée sur 52 personnes, 49 personnes étaient indépendants. Je crois qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient partis politiques. Sous cette étiquette-là, quand même. Et puis, je me suis engagé là-dedans. Mais finalement, j'ai ma place là. Parce que justement, quelque part, j'entends qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soit dans un parti populiste ou pas, un type comme moi qui pense sécurité et droits humains, Convention de Genève, a sa place n'importe où. Les autres partis ne sont